Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonsoir. Vendredi 13 novembre 2015, la France a été violemment frappée. Nul ne peut accepter que des femmes et des hommes meurent. Nulle religion n'accepte ni ne prône la violence ou la mort d'autrui. En portant ces coups barbares, inacceptables, on a voulu détruire des vies, mais aussi porter atteinte à notre capacité à vivre ensemble et à faire société ensemble. Faire société, ensemble. C'est aussi sur ce terrain que viennent nous défier les djihadistes. Parce que ceux qui ont frappé la capitale étaient de jeunes Français, nés en France. Que faire avec cette génération tentée par le djihad? Que faire au-delà de la réponse sécuritaire? Un peu partout, des hommes et des femmes s'engagent spontanément ou en étant mandatés par le gouvernement. Ils sont dans une course contre la montre parce que nous avons pris du retard, parce que nous n'avons pas voulu voir. Ils sont travailleurs sociaux, éducateurs, parents, imams ou simples croyants, comme ici à la mosquée Adawa. Ils prennent leur part de responsabilité dans un problème qui nous concerne tous, puisqu'il s'agit de notre jeunesse. Il y a des choses qui ne vont pas dans la tradition religieuse islamique. Hélas, hélas, ça ne nous fait pas plaisir de le dire, mais nous avons besoin de soigner un corps malade. Et celui qui est malade, si on ne lui trouve pas le bon diagnostic, on ne trouvera pas la bonne médication. Je ne dis pas ça parce que nous sommes sommés de le dire. Je ne dis pas ça parce que nous devons obéir à une quelconque injonction. Je dis cela parce que le discours de vérité doit nous guérir. Si, sur le net, si dans le monde virtuel, il y a une attractivité telle qu'elle attire beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est pas lié à Internet ou une espèce de sorcellerie qu'aurait développé cet outil-là. C'est aussi en partie parce que dans le discours réel, dans celui des mosquées, eh bien, celui qui est en quête de sens, celui qui cherche quelque chose, n'y trouve plus rien, n'y comprend plus rien. Donc il va quitter la mosquée. La mosquée n'est plus ce lieu où effectivement on pourrait se rendre, venir apprendre, découvrir des éléments qui vont nous permettre d'être en paix ou en tout cas d'aspirer à cela. Il n'y a pas d'orthodoxie chez les jeunes, il n'y a pas d'islam pensé, réfléchi. L'idéologie n'existe pas, ils ne sont pas politisés, ils sont dans une espèce de trip où ce qui les caractérise vraiment, c'est l'ignorance. L'ignorance, et la plus grande des ignorances qu'ils ont, c'est l'ignorance de leur religion. Ce qui va pouvoir nous permettre de sortir de cela et de permettre à un certain nombre de jeunes de sortir de cela, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution. Le passage obligatoire par la culture. La lecture, le savoir, l'art, et le fait d'étudier leur religion. Comment parler de religion aux jeunes et répondre à leur quête de spiritualité? Et pour ceux qui sont incarcérés, comment aborder ces questions? Farid Abdelkrim va régulièrement à leur rencontre partager son expérience d'écrivain et de croyant. Il a vécu comme moi dans un quartier, c'est-à-dire que je pense qu'il me comprend. Et plus qu'il est musulman comme moi pratiquement, je pense qu'il me comprend et c'est qu'il y a certaines choses dans l'islam qui nous questionnent. Et comme il a dit, c'est le manque de connaissances des fois qui
qui nous interroge justement. On se dit ouais, comment il faut aborder ce sujet, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien. En fait, il y a une évolution dans le rapport que beaucoup de jeunes issus de l'immigration ont avec la religion. Je m'explique. En fait, l'islam, c'est une religion qui s'intéresse à deux choses. Il y a la forme extérieure et il y a tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est beaucoup plus facile de mettre en avant l'extérieur. C'est l'intérieur. Et c'est beaucoup plus difficile de bosser ce qu'il y a ici. Et moi, je crois que s'il y a quelque chose à faire, quand on veut aller vers le bon Dieu, c'est de travailler énormément là-dessus. Le regard de Dieu, il est d'abord porté sur les cœurs. Mais c'est ça le djihad intérieur. C'est ça que je parlais de djihad. Pour moi, le djihad, il y a deux... Parce que juste le mot maintenant, il fait peur. Non, le djihad, c'est combattre. Mais c'est vrai ce que vous dites, c'est se combattre d'abord. Et ça, c'est d'accord. Et ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Il faut se soumettre à Dieu. Musulman, c'est dire soumis à Dieu. Il faut se soumettre à Dieu à l'intérieur, comme il dit, comme à l'extérieur. C'est la vérité, ouais, c'est vrai. Et dans le mot islam, il y a le mot soumission, tu as raison, mais il y a aussi le mot paix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de soumission sans paix. C'est-à-dire que tu dois être soumis à Dieu, mais dans la paix. C'est-à-dire que tu dois être en paix avec toi. Avec toi-même. Il y a une personne en moi qui a envie de tout arracher, t'as vu? Et il y a une personne en moi, wallah c'est vrai, il y a une personne en moi qui veut se calmer, qui veut poser, qui veut faire sa famille, qui veut faire son halal tranquillement, tu vois? C'est ça qu'il faut essayer. Mais ouais, mais il y a toujours l'autre qui revient. C'est ça qu'il faut essayer de rectifier parce que... Moi, j'espère un jour arriver à être un musulman comme ça, qui fait le djihad, mais contre moi, c'est-à-dire contre mes actions, contre moi, contre mes mauvaises actions envers les gens, aider son prochain. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, j'aimerais bien le faire. Mais est-ce que j'en suis capable? Alors, est-ce que je peux faire le parallèle entre ma jeunesse et certains jeunes aujourd'hui? Moi, je dirais que oui. Tout a commencé avec le souci de donner un petit peu des réponses à un drame, un événement qui m'est arrivé, enfin qui m'est arrivé pas personnellement, mais qui a touché un de mes amis, qui s'est fait tuer par un gendarme auxiliaire. Et là, directement derrière, l'envie de pouvoir faire le deuil, pas d'assistance psychologique, parce que je considère avoir été très perturbé, et je vais me tourner presque naturellement vers l'islam. Mais bien avant la mort de Redouane, c'est celle de mon père. Donc il y a effectivement une absence de limites, de règles, de repères, parce que je suis un grand gamin, même à 18 ans, et j'ai besoin d'un cadre. Et les frères musulmans vont me proposer ce cadre. Et effectivement, quand je vais apprendre leur existence, déjà ça va profondément m'étonner. Et puis de savoir que l'imam qui officie ici à Nantes, qui est un imam d'origine irakienne, le fait de le voir lui avec sa barbe très éloquent, s'exprimer en langue arabe sans papier, effectivement ça va devenir d'une certaine manière celui vers lequel je vais me tourner, celui que je vais écouter. Et on a effectivement l'impression d'être pris en charge à un moment donné. On a besoin de cette prise en charge. Dans ces parcours de radicalisation, il y a toujours une faille, une vulnérabilité dans laquelle les recruteurs vont s'engouffrer. Ensuite, ils façonnent les jeunes à l'image de leur idéologie. Ça va être nous qui détenons la vérité, qui sommes attaqués parce que nous détenons cette vérité, et pour cela, il faut se défendre. Il faut se défendre contre eux. Et le « eux », ici, on va y mettre tout le monde sans aucune distinction. Et c'est un islam de rupture qui est pratiqué. C'est un islam de rejet de l'autre. C'est pas un islam de partage. Moi, avec les années, j'ai arrêté de penser comme ça. J'ai pas cessé d'être musulman, juste d'être islamiste. Il faudra 15 ans à Farid Abdelkrim pour comprendre la vraie nature des frères musulmans et faire machine arrière. Aujourd'hui, des milliers de jeunes sont tentés par un islam de rupture. Pour faire face, le gouvernement a demandé à chaque préfecture d'installer des cellules de prévention et d'accompagnement à la charnière entre lutte antiterroriste et travail social.
Je vérifie les termes exacts de la loi. Ok. En face de l'équipe du préfet, les travailleurs sociaux veulent rester anonymes. Leur mission est sensible. Ils ont déjà été menacés. 37, Sonia. Sonia, d'accord. C'est une entrante, elle. Hein, c'est une entrante, voilà. Donc premier entretien avec la mère plutôt intéressant, hein, donc qui s'inquiète vraiment sur un changement de comportement de sa fille depuis 1 an à peu près, hein, avec des pratiques et des signes liés à la religion musulmane, donc vestimentaire, lecture, langage, alimentaire, avec aussi associé un comportement de plus en plus provocateur, violent, verbalement. Donc elles sont en permanence en conflit. Donc lors de ce premier entretien, on a essayé de comprendre déjà la situation familiale et d'évaluer avec la mère qu'est-ce qui s'est passé il y a 1 an. Donc il y a 1 an, son père s'est remarié. Donc on a posé l'hypothèse que cet événement avait été assez douloureux pour cette jeune fille. Donc un accompagnement démarre. Cette jeune fille est quand même à la fac, hein, mais d'après la mère, elle serait quand même dans une démarche de décrochage. Ouais. Voilà. Voilà. Non, il faut qu'on fasse attention, notamment en raison parce que le signalement il est fait au départ parce qu'elle fréquente un individu qui est incarcéré. Alors on va préparer. Il doit sortir le 1er décembre, donc il faut qu'on anticipe cette sortie, éventuellement un départ avec ce jeune homme qu'elle aurait projeté. On va demander quelle est l'attitude de comment il se comporte. Ouais. Je pense que là, ça sera assez éclairant. D'accord. Alors, ensuite, on traite du cas... Pierre. Donc, c'est ce garçon qui est parti, qui est allé jusqu'en Turquie, et puis finalement qui a été refoulé, qu'on a récupéré, et qui est en attente aujourd'hui d'avoir éventuellement une embauche. Bon, voilà. D'après sa mère, donc, il aurait passé le cap, c'est-à-dire qu'il serait vraiment sorti de l'emprise sous laquelle il semblait être. Il serait de nouveau dans une pratique un peu plus modérée. Il pratiquerait moins, il se poserait beaucoup de questions. Voilà, il serait dans cette démarche-là. Mais du coup, la famille s'inquiète, étant donné qu'il a une fiche S. Elle se demande jusqu'à quel point ça peut infléchir la possibilité qu'il ait un emploi. C'est sous quelle forme, on ne sait pas encore. Non, ça serait un CDI, hein, d'après le père. Ouais. D'après le père. Donc pour l'instant, la fiche S, on ne proposera pas de l'enlever. Mais il faut juste savoir que c'est quelqu'un qu'on continue à suivre, malheureusement, parce qu'il a des relations. Il continue à avoir des individus très radicalisés qui eux-mêmes sont en contact avec des individus qui sont en Syrie. Voilà. Donc, encore une fois, est-ce que c'est par faiblesse psychologique? Ou est-ce qu'il veut faire le caïd, le malin, ou est-ce que c'est réellement qu'il continue, qu'il joue un double jeu et qu'il est vraiment radicalisé? On a du mal à le savoir. D'accord. Mais les services de renseignement le surveillent vraiment de très près, quoi. C'est quelqu'un qu'on peut pas laisser, comme ça dans la nature. Voilà. À suivre donc. Mais c'est bien qu'on ait la double approche dans ce cas-là, c'est très bien. Il y a 3 conditions de réussite clés qui ne sont pas forcément cumulatives. La première, c'est que ce jeune retrouve un autre chemin. Donc une action de réinsertion, une formation, qu'il retrouve un peu confiance, une motivation. La deuxième, c'est qu'il soit convaincu qu'il avait emprunté un mauvais chemin. Et ça, c'est pas toujours évident et ça nous conduit souvent à utiliser aussi des structures ou des personnes qui vont être capables d'expliquer à ce jeune que l'islam, c'est pas Daesh, quoi. Voilà. Donc là, il y a aussi à la fois une action d'insertion, être convaincu qu'il avait emprunté un mauvais chemin, et puis la troisième qui est assez déterminante, on le voit bien dans les personnes qui replongent, c'est quand même les relations. C'est-à-dire que quand l'individu reste en contact avec son environnement, c'est toujours c'est plus difficile. Contrairement aux idées reçues, il n'y a pas de profil type. Tous les milieux et toutes les origines sont touchés et les convertis sont nombreux. La priorité de l'équipe de Marseille, c'est le travail avec la famille, car c'est le dernier lien qui retient le jeune d'un départ en Syrie ou d'un passage à l'acte violent.
C'est surtout, au-delà de ça, c'est surtout que vous maintenez le lien avec elle. Et davantage, parce qu'elle a besoin de vous. On le voit, votre fille, elle vous adresse des photos. Même si des fois elle provoque, elle est dans des termes qui vous sont insupportables. Et on comprend très bien pourquoi. En tout cas, elle a besoin de ce lien avec vous. Et elle vous rappelle sans cesse, même si des fois vous êtes fâchés, etc. Non, non, c'est un acte d'amour que vous faites pour votre fille. Voilà, donc vous voulez la protéger. Ils sont très aguerris en matière de manipulation mentale et ils trouvent une faille. Donc ils arrivent à faire avaler des couleuvres à une personne parce qu'on a envie de croire, elle a envie de construire quelque chose et elle se retrouve avec un prédateur, quoi. Donc voilà, donc c'est un acte d'amour que vous faites et puis elle en ferait autant si elle était à votre place avec son enfant. Voilà, croyez-moi. Donc je garde ces éléments-là. Je reviens vers vous parce que j'ai une journée de réunion là en matin et je reviens vers vous ou ce soir ou demain matin. D'accord? Bon courage. À plus tard. Au revoir. Au revoir. Parce que finalement, cette nouvelle pratique religieuse ne vient pas nourrir un conflit qui l'arrange, parce que justement, elle est dans cette démarche de s'opposer à ses parents. Donc l'idée, ça a été aussi d'accompagner les parents à accepter le choix religieux de leur fille, de mieux le comprendre et d'avancer avec cette réalité. Ce qui a eu comme effet assez rapidement chez la jeune fille d'observer une prise de distance avec sa pratique. Voilà. Ce qu'elle posait comme condition, par exemple, au niveau du halal à la maison, du jour au lendemain, ça n'a plus été le cas. Les prières, elle ne les faisait plus à la maison. Voilà, donc c'était bonne pioche, là. Alors. Voilà, donc c'était plutôt pas mal. Voilà, par contre, elle reste fragile de par ses fréquentations, de par les personnes qui gravitent autour d'elle. Et elle, c'est exactement une proie, quoi. C'est une vraie, comment dire... Elle provoque sa mère sur le lien, c'est une vraie provocation d'identité familiale, oui. On avance. Bon, après, oui, concernant la situation 72... Ce que les travailleurs sociaux de Marseille ont appris, c'est que la question du lien filial est centrale dans le processus d'embrigadement. Daesh propose une famille de substitution, une famille puissante, qui offre même une forme de renaissance, symbolisée par le changement de nom. C'est pour cela que les éducateurs prennent en charge les fratries. Certaines familles leur ont été adressées après le décès de leur enfant en Syrie. Ils interviennent alors pour soutenir les parents et éviter que les frères et sœurs ne soient à leur tour des proies potentielles. Depuis le décès de mon fils, je voulais qu'on m'aide, avoir au moins un certificat de décès, avoir tout ça. Et depuis, ils sont au téléphone avec moi, ils demandent des nouvelles pour mes enfants, et ils me rassurent et ils m'aident beaucoup, vraiment ils m'aident. D'ailleurs, ce matin, j'ai parlé des soucis que j'ai avec mon fils au lycée professionnel. Et ils m'ont rassuré, ne vous inquiétez pas, ils vont m'aider pour que mon fils soit dans la bonne direction, parce que mon fils, il veut changer d'orientation exactement. Et là, ils m'aident parce que moi, j'ai tellement peur. Et franchement, sans eux, j'aurais cette angoisse nuit et jour. Parce que chaque fois, j'ai peur. Et je me dis chaque fois, oui, ils sont là. En fait, ils vont faire le nécessaire. Je ne suis pas seule, en fait. J'ai tellement peur qu'il ne réussit pas et qu'il dérape. J'ai tellement peur qu'il ne réussisse pas ses études et qu'il va vers Internet, vers YouTube, et c'est fini. Et c'est fini pour moi. Je me suis dit, peut-être je resterai sans enfant. Peut-être ils partiront, je vous le jure. J'ai tellement peur. J'ai tellement peur, je ne peux pas vous dire, j'ai tellement peur. Je dis, ça va m'arriver.
Ça va m'arriver parce qu'en fait, mes enfants sont beaucoup touchés. Mes enfants sont vraiment hyper touchés. Celui qui a 16 ans, son frère, il était en contact avec lui jusqu'à la dernière minute. Et il n'a pas pleuré. Il a manifesté aucun sentiment. Même là, ils me disent qu'il faut qu'il voie un psy. J'ai tellement peur. J'ai tellement peur. Les enfants, ils dorment et moi, je pars dans leur chambre. J'ai détruit l'ordinateur qu'il avait mon fils, ça fait une semaine. Je l'ai cassé. Mais cassé, d'une force. Quand je vois mon fils pris, j'ai peur. Quand j'entends parler d'une mosquée, j'ai peur. J'ai tellement peur. Malgré qu'il n'y a pas à avoir peur quand un enfant prie ou que un enfant lit le Coran. Mais il y a tellement des choses qui se passent. Mes 4 enfants qui me restent, ils souffrent. Mais ils souffrent à un point, je ne peux pas vous dire. On est unis, mais on est malheureux. On est très malheureux. Si c'est un accident, on va faire le deuil. Mais pas voir mon fils, pas le serrer dans mes bras, lui dire mes derniers mots, l'enterrer moi-même. Ça, c'est quelque chose qu'on va garder jusqu'à la fin de nos jours. Dans une lettre adressée à sa mère avant sa mort, ce jeune homme revient sur les motivations de son engagement, à la fois religieuse et politique. Il écrit « Si tu lis ces mots, c'est que j'ai quitté cette vie sur Terre, éprouvante, très éprouvante, surtout depuis que je vous ai quitté. J'espère que tu as compris pourquoi j'ai fait tout ça. Pourquoi avoir tout quitté alors que j'avais une situation stable, une famille merveilleuse, un travail. Pourquoi tous ces sacrifices? Parce que la communauté de Mohammed est humiliée. Allah nous a honorés avec le rétablissement du califat, où les musulmans retrouvent enfin la fierté. Réussir sa vie, c'est pas juste travailler, avoir une maison, une voiture, une femme et des enfants. Réussir sa vie, c'est adorer Allah et avoir sa satisfaction. Il a mis des mots sur des aspects intimes de sa pensée qui dévoilaient sa peur de ne pas être aimé comme il est, d'être abandonné par sa future femme. Il a réussi à exprimer combien le discours de l'islam radical le rassurait, dans la mesure où il pourrait maîtriser ses allées et venues de sa future épouse et interdire la moindre mixité à cette dernière. Et ces normes de l'islam radical et ces normes rigides de l'islam radical lui donnent l'illusion que sa femme ne pourra pas le quitter. Dounia Bouzar travaille sur les mécanismes de l'embrigadement. Jusqu'au printemps 2016, elle a été mandatée par le ministère de l'Intérieur pour transmettre son expérience aux fonctionnaires qui vont sur le terrain. Bonjour à tous. On va partager avec vous aujourd'hui, ce matin, l'état de la compréhension du processus d'embrigadement. Et puis, on travaillera un petit peu sur la posture professionnelle. C'est un objet de travail qui évolue tous les jours, qui demande une remise en question et une expérimentation permanente. Voilà le schéma général de l'embrigadement. On va voir dans un premier temps le discours djihadiste va isoler le jeune de tous ceux qui contribuent à sa socialisation. Dans un deuxième temps, ils vont détruire le jeune, c'est-à-dire c'est le groupe qui va penser à sa place. La troisième étape, c'est que le jeune va adhérer à la croyance qu'on lui propose. Et puis, la quatrième étape, c'est bien sûr la déshumanisation à la fois de l'embrigadé et à la fois des futures victimes. Normalement, un être humain s'émeut devant la mort. Là, ils vont faire en sorte que les jeunes s'habituent à la mort, qu'il n'y ait plus d'émotion. Ils vont normaliser la cruauté. Il y a un spectacle qui va demander aux jeunes une transgression des freins psychiques. Et là, je vous parle des jeunes qui sont encore ici, qui sont devant leur écran, mais qui vont s'habituer et qui vont regarder ça
sans éprouver d'émotion. Ça, c'est encore une jeune fille qui était pourtant première en terminale ES, qui rigole. Ils n'ont vraiment pas la tête sur les épaules, ces gars. Avec cette image-là, elle passe du juge pour enfants au juge antiterroriste. C'est-à-dire, juste là, elle est présumée embrigadée. Le jour où elle rigole, c'est ça qui attire notre attention. Elle arrive à rigoler, et là, elle est en apologie du terrorisme. Elle change de cadre légal et elle change de juge. Arrive l'étape suivante, c'est qu'après avoir banalisé la cruauté, ils vont faire en sorte que le jeune n'existe plus. Mais cette fois-ci, le niveau de Daesh, c'est pas le jeune ne pense plus, c'est le jeune n'existe plus. C'est-à-dire la personne n'existe plus, seule l'idéologie compte. Ils vont amener les djihadistes à considérer leurs victimes comme des gens qui ne sont pas leurs semblables. C'est-à-dire que pour déculpabiliser ceux qui tuent, eh bien clairement, on va enlever l'apparence de celui qu'on tue, on va lui enlever son apparence humaine pour pouvoir le tuer plus facilement, le considérer comme une chose. Puis, la caméra fixe une vingtaine de corps d'hommes empilés les uns sur les autres dans un lieu désertique, avant de montrer en une macabre mise en scène une longue ligne d'environ 160 corps gisant l'un à côté de l'autre, face contre le sol. Une dizaine d'hommes qui semblent être des habitants de la région les regardent. Ce sont des sunnites qui ont refusé de faire allégeance dans un village. La posture professionnelle, je suis très humble, hein. Je partage avec vous là où j'en suis. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, mais voilà où moi j'en suis dans ce que j'essaye d'appréhender. La première chose, c'est que j'essaye de rester sur l'aspect éducatif et jamais rentrer sur le plan religieux. Donc, je vais essayer, ça c'est aussi ma posture d'anthropologue du fait religieux, je vais essayer de travailler le lien du jeune avec la question de la religion, mais je ne vais jamais rentrer dans le débat théologique. Je vais toujours regarder l'effet du discours et je vais le rendre quantifiable, cet effet. La rupture scolaire, la rupture avec les parents, la rupture avec la culture. C'est-à-dire, je vais regarder quelle fonction ça a dans le psychisme du jeune. Est-ce qu'il est à la recherche de fusion? Est-ce qu'il est à la recherche d'une fuite du monde réel? Est-ce qu'il est à la recherche d'une toute-puissance? Est-ce qu'il est à la recherche d'une protection? Et c'est ça que je vais devoir travailler pour pouvoir me positionner. Ça veut dire que je ne suis jamais juge de conscience. Ça veut dire que je suis là en tant que professionnelle pour amener le jeune à prendre conscience. Je ne vous dis pas que c'est facile, mais je ne me positionne jamais en donnant des bons points, en disant voilà, de toute façon ça ne servira à rien, puisque comme vous l'avez bien compris, le jeune est persuadé de détenir la vérité. Donc vous pouvez lui dire 1000 fois que l'islam c'est l'amour et c'est la paix, il n'en a rien à fiche, ça ne l'intéresse pas l'amour et la paix, hein. Il y a autre chose qu'il cherche justement. France Info. Elle a donc 16 ans, c'est une petite jeune fille sans souci en fait, hein, d'une banlieue quelconque. Elle a une vie d'ado, elle s'appelle Léa et sans que rien ne laisse imaginer de près ou de loin un pareil destin, elle va donc partir en Syrie il y a 2 ans maintenant, c'était en juin 2013 avec un jeune homme dont elle est tombée amoureuse. Elle y est toujours aujourd'hui, son histoire elle ressemble à celle de beaucoup d'autres dont on a peu à peu aujourd'hui les récits. Et c'est votre fille, bonjour Valérie de Boisrelin. Bonjour. Elle est attachante, hein, votre fille Léa, quand on vous lit, parce que vous êtes très proche lorsque vous la racontez, vous étiez même quasiment fusionnel. En fait, elle vous raconte tout. Vous êtes une famille recomposée, mais il y en a des milliers comme les vôtres qui sont des familles recomposées. Forcément, vous n'avez rien vu venir. Rien du tout. En revanche, il y a la bascule. Et maintenant, vous le savez, la bascule, c'est l'inscription sur ce site de rencontre. Tout à fait. Donc c'est là qu'à ce moment-là qu'elle a rencontré effectivement ce garçon avec qui elle est partie donc en Syrie. Vous n'avez jamais tout à fait perdu le lien avec elle, mais on sent bien qu'il y a des hauts et des bas. Il y a des mails qui sont très tendres, il y a des mails qui sont terribles. Ouais. Oui, c'est très compliqué parce que du coup, voilà, faut maintenir le contact avec notre enfant. En même temps, il y a des moments, ça va être des grands moments de tendresse avec votre enfant et ça va être des grands moments de solitude aussi parce que du coup, il vous envoie des messages très très durs, très méchants en plus.
En essayant de vous convertir d'ailleurs, ce qui est une technique dont on sait aujourd'hui qu'elle est habituelle, mais à ce moment-là, effectivement, on le sait. Voilà, moi, je le savais pas, donc du coup, il faut se réadapter avec votre enfant, puisque quelque part, vous avez perdu cet enfant que vous connaissiez. Oui. Et vous donc, la connaissez plus, votre fille, aujourd'hui? Non, non. Maintenant, je ne connais plus ma fille aujourd'hui, et puis et quelque part, je le dis assez souvent, la personne qui se trouve là-bas, il y a juste l'enveloppe. Elle a eu un enfant d'ailleurs. Elle a un enfant, elle a eu 19 ans. Vous avez un petit-fils. Et ça, on a un petit-fils, elle a eu 19 ans et ça fait 2 ans et demi que j'ai pas vu ma fille. Est-ce que au fond de vous pensez qu'elle peut faire le chemin retour et que c'est possible? J'espère. Il y a des jeunes filles qui commencent à revenir. Donc moi, ça me donne l'espoir que peut-être qu'un jour ma fille reviendra. Moi, je veux que les gens sentent ma souffrance, sentent ce que je vis tous les jours, sentent que dans l'action dans laquelle je suis, que je veux me battre pour tous ces gens à qui c'est arrivé et pour tous ces gens à qui ça peut arriver, qui soient assis dans leur canapé un soir, banal, et qu'ils ont leurs enfants, et qui regardent leurs enfants et se disent mais il faut que je fasse hyper attention alors, ça peut m'arriver à moi. Demain, mon enfant, qui est à côté de moi, demain, il peut partir directement en Syrie. Bon, c'est vrai que cette société, je trouve qu'elle ne fait rien pour nos jeunes. Je pense que toute notre jeunesse, quelles que soient les origines, n'arrive plus à trouver leur place. Donc il faudrait aussi que peut-être les gouvernements, que ce soit ceux présents ou ceux d'avant et ceux qui viendront peut-être après, se posent vraiment la question sur la jeunesse. Que c'est la jeunesse qui, au niveau économique de notre pays aussi, au niveau de plein de choses, qui peuvent faire du changement. Donc je pense qu'il est temps de les écouter. D'écouter aussi leur souffrance, parce que certainement ils sont aussi en grande souffrance. Une fois passé l'état de sidération dans lequel les attaques nous ont plongés, il faut voir en face que la tentation djihadiste fonctionne parce qu'elle est redoutablement bien construite et qu'elle répond à un besoin. Les recruteurs djihadistes frappent nos points faibles, la crise de la famille, les ratés de la politique d'intégration et l'absence de projet de société. Quand les jeunes entrent dans le processus d'embrigadement, il est difficile de revenir en arrière. C'est tout l'enjeu de la déradicalisation. À ce jour, aucune méthode, aucune technique ne fait autorité. Et que la jeune fille, elle se sente... Sur ce terrain, Dounia Bouzar mise sur la confrontation de jeunes embrigadés avec d'autres qui en sont sortis. Un effet de miroir qui a permis à certains jeunes de remettre en question leur engagement. Et du coup, je veux que ça touche son cœur, parce que je sais que son esprit, il peut pas être touché. Elle pense qu'elle détient la vérité. Pour qu'elle puisse distinguer les deux. Oui, et qu'elle puisse comprendre le décalage entre ce que Daesh lui promet et la réalité. Voilà. Et ça, il n'y a que par vos témoignages qu'elle le fera. Autour de la table, une jeune femme qui a voulu partir et une autre qui est l'une des rares à être revenue de Syrie. Elles sont sorties d'affaires, mais pour ne pas être reconnues, elles ont préféré se voiler. Ensemble, elles préparent une séance pour faire revenir à la raison une jeune fille sur le point de basculer. Daesh lui propose une communauté de substitution, une nouvelle famille qui détient la vérité, qui est coucounante, où on l'aime. Et puis, de l'autre côté, il doit y avoir la vie après la mort aussi, non ? La peur de la mort, beaucoup. En plus, il y a le grand-père qui est mort très récemment et ils étaient très proches. Donc, tu as une approche sur la peur de la mort, tu as une approche sur on t'aime, on est là, tu fais partie de notre famille. Et la protection de l'homme. Et le prince... Oui. Et le prince barbu qui est là pour lui dire « Je te protégerai, personne ne te fera du mal. Je t'abandonnerai pas. » Le fait qu'elle l'épouse et qu'elle ne soit pas attachée à lui, qu'elle l'épouse d'un coup directement, sans qu'elle soit avec lui pendant plusieurs années, le connaître avant, ça va permettre aussi de ne pas s'attacher à lui et de se marier avec lui pour Dieu. Parce que dans tous les cas, ils vont lui dire que le fait qu'elle se marie... si elle l'aime et qu'elle s'attache à lui, ça lui a bien montré qu'il pouvait mourir. Donc il faut juste aimer Dieu et s'attacher à Dieu et pas à l'humain.
Parce que les humains peuvent disparaître du jour au lendemain. Tu es en train de nous dire que dès le début de l'embrigadement, ils vont lui enlever ce qui fait de nous des humains, c'est-à-dire qu'on aime l'autre, et que d'emblée, ils vont essayer de lui enlever la possibilité de ressentir des sentiments, soi-disant pour se rapprocher de Dieu, mais elle va y croire parce que ça va être une protection pour elle de plus s'attacher à quelqu'un, en fait. C'est ça que tu nous dis. Et le fait qu'elle s'attache plus à Dieu, bah c'est la promesse qu'elle les verra éternellement au paradis. Alors que sur la terre, on disparaît tous. C'est Dieu qui fait lien, c'est la mort qui fait lien. Et bien sûr, j'ai jamais réalisé à ce point-là. C'est très clair. C'est leur faire croire qu'on peut faire du lien que dans la mort, en fait. C'est ça. C'est pour ça que quand on part, on dit qu'on vit pour Dieu et on meurt pour Dieu. Quand on se met à effacer notre famille, c'est pas parce qu'on les aime pas, mais forcément parce qu'on pense qu'on les rejoindra plus tard dans un univers meilleur, parfait, le paradis. Il y a la phrase du Cheikh Al-Adnani qui dit nous musulmans nous aimons la mort plus. La fameuse phrase nous aimons la mort plus que vous n'aimez la vie. J'aimais beaucoup. Tu aimais beaucoup cette phrase. Donc à partir du moment où je n'avais plus peur de la mort, bah, j'étais libre quelque part parce que je n'ai plus peur de. On vit ici, on a peur de la mort, du cancer, d'un accident de voiture. On a toujours peur de ce qui va nous mener à la mort. Moi, j'avais plus peur de tout ça. Donc au final, on se sent comme si on était libéré de cette vie parce que on n'a plus peur. Donc en fait, tout à l'heure, tu nous as dit, pour elle, c'est la mort qui fait du lien avec ce qu'elle aime. Et toi, maintenant, tu nous rajoutes, en fait, c'est la mort qui libère. Ouais. On sait très bien qu'on va vers la mort. On sait très bien. Donc oui, quelque part, en fait, on a un petit côté suicidaire, je pense. On sait très bien qu'on va vers la mort, mais on y va quand même. Quelque part, c'est comme... Oui, c'est comme un suicide, parce que dans un suicide, il y a une forme de SOS. Et quand on part aussi, on a cette forme de SOS. J'avais besoin d'aide, je ne l'ai pas trouvé, je vais les chercher ailleurs. La plupart des familles pensent qu'ils sont coupables du départ de leurs enfants, donc ils ont la honte, etc. Donc il faut les rassurer que ça arrive à tout le monde. Les membres de cette association sont quand même des gens concernés. Voilà. Donc il y a des familles qui sont concernées par le départ du... On peut que les comprendre, donc on ne peut pas apporter de jugement parce qu'on vit la même situation, on connaît leur douleur, on sait ce qu'ils vivent. Moi je pense que c'est même pas les hommes de Daesh qui peuvent tuer nos enfants s'ils revenaient. C'est le regard des autres, des uns et des autres ici, voilà, l'opinion publique, qui pourrait tuer nos enfants. Mais franchement, peur à nos enfants pour venir aussi, parce qu'ils savent très bien qu'ils sont déjà condamnés avant même d'être jugés. C'est pour ça que c'est voilà, même d'être revenus. Parce que si ces jeunes-là reviennent repentis et qu'on les laisse en prison, pourrir en prison, ça c'est pas la solution. Oui. Il faut vraiment un professionnel pour évaluer le degré de radicalisation. Et ça c'est super important. Il n'y a que le mot prison et l'État est vraiment à la ramasse par rapport à ça. Donc, non, mais parce qu'on est dans le tout répressif. Oui, ils sont traités comme des terroristes. Et ça, même il veut se repentir, il veut tourner la page et tout, mais il ne peut pas, il lui rappelle toujours, il est affiché comme terroriste. Et on ne les aide pas. Oui, on ne les aide pas pour avancer, on ne les aide pas pour tourner la page et on ne les aide pas. Oui. S'il y en a qui reviennent, ça sera des exemples. On en fera des exemples. Oui. Ben moi, je serais contente si ma fille revenait et qu'on me dise qu'elle va en prison. Mais au-delà de la prison, j'aimerais qu'on la prenne vraiment en charge. Et je pense qu'on est tous pareils ici autour de la table. Qu'elle ait des comptes à rendre. Ok, voilà, on va dire, je suis d'accord par rapport à ça. Mais moi, j'ai envie qu'on reprenne ma fille en main, qu'elle revienne dans un processus de vie à peu près normal. Parce qu'il ne faut pas oublier que plus ton enfant il restera là-bas, plus ton enfant, tu le perds en même temps.
Et retravailler, refaire nous un travail avec notre enfant tout seul, ça sera compliqué. Il faudra de l'aide, mais il nous faut des structures où on puisse nous engager dedans pour aider, effectivement, parce qu'on sera le meilleur antidote pour nos enfants, pour aider, pour travailler avec eux au maximum. En tout cas, on est un des médicaments. Voilà. Et je pense que nous avons quand même de brillants exemples ici, qui ont leurs enfants qui sont revenus et qui font un travail de fond qui est important. Là, c'est le t-shirt de mon fils. Parce qu'on a une, comment dirais-je, une liste limitée pour les affaires. On ne doit pas ramener tout. Il y a des couleurs qu'on ne peut pas ramener. La honte est ce qui empêche beaucoup de parents de parler à visage découvert. Honte d'avoir failli. Honte d'être vus comme des parents de terroristes. Depuis qu'il est rentré de Syrie il y a 18 mois, son fils est incarcéré en attendant d'être jugé. Il est parti sur un coup de tête et n'est resté qu'1 mois et demi en Syrie. Pour que Daesh lui rende son passeport, il a accepté d'aller au Liban pour commettre un attentat. Arrivé à Beyrouth, il a renoncé et pris un avion pour Paris. Jusqu'à ce jour, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il est parti. Peut-être il avait un malaise, peut-être il avait des problèmes, peut-être, mais j'arrive pas à comprendre. Si j'arrive à résoudre ce problème et vraiment comprendre la raison pour laquelle il est parti, oui, mais j'arrive pas. Il parle pas d'un recruteur où il avait des relations avec des gens là-bas ou non. Il parle d'Internet. Il n'y avait pas vraiment une personne qui l'a poussé à... Il a tout préparé par Internet. Parce que lui, il n'était pas pratiquant. Il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire le courant. Et ces gens-là, ils ont profité de sa faiblesse, son ignorance. Ils lui ont bousillé la tête de ce qu'ils ont voulu lui transmettre. C'est des spécialistes. Et pourquoi nous, ici, on ne trouve pas des personnes compétentes, des personnes qui ont l'expérience et tout, pour les faire sortir de tout ça. Oui, oui. Pourquoi nous, on fait pas pareil? Parce que eux, ils ont bien trouvé. Ils ont bien réussi à amener beaucoup de jeunes. Moi, c'est vital pour moi d'aller voir mon fils tous les samedis. Et, ouais, même si c'est court, même si c'est 45 minutes, mais il faut, même si c'est loin, il faut que j'aille le voir et garder ce lien avec mon fils. Je peux pas couper tout avec mon fils. Il me manque beaucoup. Je veux mon fils qui soit avec tout le monde, sauf avec des gens qui sont mêlés à des affaires de terroristes ou quoi que ce soit. Moi, je ne suis pas contre qu'il laisse avec d'autres détenus, avec tout le monde et tout, mais les regrouper ensemble dans un bâtiment et laisser la cocotte minute exploser, je ne veux pas. Je ne veux pas. Il y a des cas comme lui. Il y a des repentis, il y a des gens qui regrettent, mais il y a des personnes qui gardent leur position. Moi, je ne veux pas que mon fils il soit avec quelqu'un qui recrute ou qui veut recruter. Moi, je ne veux pas que mon fils il bascule. Et peut-être cette fois, ça sera plus puissant que la première fois. Parents ou professionnels, tous s'accordent pour dire que la prison, y compris au sein des nouvelles unités spécifiques pour détenus radicalisés, n'est pas la solution la plus adaptée pour sortir de l'embrigadement. L'alternative serait des centres de déradicalisation en dehors du milieu carcéral. Mais ce n'est encore qu'un projet. Ailleurs, il existe pourtant d'autres façons de faire, dont nous pourrions nous inspirer.
Aarhus, au Danemark, de jeunes radicalisés et même certains jeunes de retour de Syrie sont laissés en liberté, tout en étant accompagnés par un mentor. Un choix réalisé depuis presque 10 ans par les services sociaux et la police. Si nous avons mis en place ce programme de mentoring, ce n'est pas pour changer les opinions religieuses ou politiques des jeunes qui entrent dans ce programme. Non, en fait, nous voulons nous assurer qu'ils ont une meilleure vie sociale. Une vie sociale dans laquelle ils sont connectés au monde du travail, à une formation, qu'ils ont un endroit où vivre, et quelque chose à faire quand ils ont terminé leur travail ou ce dans quoi ils se sont engagés. Et donc, quand nous voyons qu'ils sont mieux intégrés dans ce que nous appellerions une vie sociale normale, nous les voyons évoluer sans difficulté dans une autre direction. Une direction qui va dans le sens du programme et non dans celle de la radicalisation. En tant que policier, je peux vous dire que c'est une stratégie qui fonctionne. Et si l'on compare son coût à celui de l'investigation et de la surveillance, on se rend compte que la prévention ne coûte pas cher. Et quand on me parle de résultats, je vois mal quels sont les résultats des méthodes qui se contentent de mettre les gens en prison. Le mentor est avant tout un adulte bienveillant, parfois même un modèle, pour des jeunes qui ont souvent manqué d'un père et qui ne trouvent pas leur place dans la société danoise. Ils se rencontrent plusieurs fois par semaine et le suivi dure 2 à 3 ans. Est-il possible pour des jeunes qui ont un sentiment de frustration de changer? Oui, ils peuvent. Mais bien sûr, c'est un long processus. D'abord, ces jeunes se sentent frustrés parce qu'ils ne se sentent pas acceptés. Ils ont le sentiment que personne ne les comprend. Dans ce programme, nous les acceptons, nous les écoutons et nous essayons de les comprendre. Et à partir de là, nous leur proposons des alternatives. La confiance est la clé dans cette affaire. Une fois qu'ils ont confiance, nous pouvons travailler ensemble. Au début, je n'aimais pas ce programme. Je te voyais comme un espion envoyé par la police. Je me souviens de toi quand tu es revenu de Syrie. Tu étais resté là-bas 8 ou 9 mois. Ouais. Je me demandais ce qui pouvait pousser un garçon de 17 ans à partir dans une zone de conflit. Tu devais savoir qu'il y avait de meilleures façons d'aider les populations là-bas. Parce que je savais que tu voulais faire quelque chose de bien pour ces gens. Oui, c'est ça. Ce programme mentor m'a vraiment aidé à retrouver une place dans la société. Si j'avais pas eu cette aide, peut-être je serais reparti en Syrie. Sans le programme, je n'aurais pas pu retourner à l'école. Si j'étais juste resté chez moi ou si j'avais eu un travail alimentaire, je n'aurais pas trouvé de sens à ma vie. Je me serais juste dit, pars et sacrifie-toi en Syrie. Eh oui, c'est ça. Le plus important pour moi, c'est que j'avais quelqu'un à qui parler de mes problèmes quotidiens. Mais aussi quelqu'un qui pouvait m'expliquer les choses concernant la politique, la société et aussi la religion. Et ça m'a permis de voir les choses différemment. Toi, tu es père de famille. Tu es avocat et tu es aussi musulman. Et tu fais aussi beaucoup de choses pour la société. Alors je me suis dit que si tu pouvais le faire, alors moi j'en étais aussi capable. Il faut juste que j'écoute tes conseils. Et ce que tu me dis de faire. Les 30 jeunes qui ont intégré le programme Mentor sont sortis d'affaires. Pour autant,
l'expérience d'Aarhus ne reflète pas ce qui se passe au Danemark en général. Au plan national, des voix moins progressistes contestent ce modèle. Partout en Europe, il y a une impatience de l'opinion publique et des politiques à vouloir trouver des solutions rapides et peut-être aussi radicales que le problème qui nous est posé. Or, les racines de la tentation djihadiste sont profondes. Il faut du temps et agir sur plusieurs fronts pour en venir à bout. Les djihadistes savent comment vendre à la jeunesse un projet de vie et de mort, clé en main. Avons-nous de vraies alternatives à leur opposer? Il y a urgence à répondre à cette question.